Je suis Pierre Barré et donc j'ai eu l'occasion d'avoir des enfants et j'ai été effectivement confronté à cette problématique avec mon ex-femme à l'époque de ne pas transmettre la maladie et c'est vrai qu'on avait bien discuté, c'était très clair pour moi. Il se trouve que on a fait 3 centres de demande pour une des pays. Il se trouve que j'ai une CMTX 1A. CMTX 1. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, puisque c'était notre démarche était en 2002-2003, on a été confronté à 2 refus catégoriques du fait que ça soit une CMTX et que dans les connaissances des causes, l'état des connaissances peut-être à l'époque, où effectivement le fait d'avoir un garçon écarté la maladie et le fait d'avoir une fille, des filles, l'expression de la maladie était généralement moins importante et du coup on était écarté du protocole. Après, il se trouve que, donc, pour ne pas les nommer, c'était Montpellier et Lyon. Et ensuite, à Marseille, on a été accueillis, on a été écoutés. Et effectivement, on a été accompagnés pour une proposition où on faisait une grossesse classique. Et dans les 3 mois d'aménorrhée de la grossesse, on faisait le choix d'une prise de sang et le choix d'un IVG ou pas. Donc il se trouve que ça nous a bien aidé, bien soutenu, et dans notre réflexion, il se trouve que la première grossesse de mon ex-épouse était un œuf blanc, et donc du coup, elle a dû faire comme si c'était un curetage, etc. Donc ça a été assez marquant, assez traumatisant pour moi, d'autant plus que quand c'est pas nous qui subissons la chose et que nous faisons subir cela à l'être que l'on aime, c'est d'autant plus difficile. Et de ce fait, les suivantes grossesses de mon épouse, on a fait le choix de ne pas intervenir. Voilà. Donc on a laissé la nature se faire. Il se trouve que on a une première fille et on l'a accueillie de tout notre cœur et de tout notre amour. Et une deuxième fille aussi. Voilà. Il se trouve que ma première fille, le X est plutôt dominant et de ce fait, elle déclare des symptômes plus avancés que ma seconde où elle n'a pas de symptômes apparents. Et voilà, c'était juste un témoignage. Mais ça a été un protocole difficile, une réflexion assez profonde. Et on a eu du mal à accepter les 2 refus, quoi. Et on ne comprenait pas pourquoi on était écartés comme ça. Et voilà, je pense que peut-être qu'en voyant le témoignage de tout à l'heure, je vois qu'a priori, ça a pu évoluer. Concernant les CMTX. Et je trouve que ça a été une bonne chose. Je sais pas. Je crois qu'il y a eu des évolutions, en fait. Mais peut-être on va laisser répondre. J'entends, mais effectivement, je crois que ça a avancé dans le bon sens. Mais on va peut-être peut-être une réaction, effectivement. Laurine Tempé. Vous m'entendez ? Oui. Alors en effet, il y a tout qui évolue et heureusement qu'on évolue. Il y a notamment la connaissance aussi qui évolue par rapport au CMT 1X. On sait maintenant que les femmes peuvent être atteintes rarement aussi sévèrement que les garçons, mais quand même atteintes, et d'autres femmes qui en seront porteuses, qui n'auront aucune atteinte. Donc ça, c'est ça qui est très compliqué, même à faire comprendre au sein des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, parce que nous concernant toutes les 4, on fait partie d'un centre chacune, et ça fait partie, donc notre rôle, enfin en tout cas avec ma collègue en tant que conseillère en génétique, c'est de présenter les dossiers, d'accompagner les couples, mais on n'est pas seul décisionnaire, et donc il faut aussi que le comité comprenne, chacun voit
la demande par son spectre, que ce soit le spectre psychologique, gynécologique, obstétrical, etc. Et donc, plus on amasse de connaissances, plus il y a de demandes. Je rejoins aussi le témoignage du couple tout à l'heure. Plus il y a de demandes, plus on peut dire oui, c'est pas parce que tous les couples ne demandent pas que ce n'est pas une pathologie qui potentiellement justifie une prise en charge. Et donc, aujourd'hui, on s'améliore, je pense, dans l'accompagnement aussi des patients, mais ça reste quelque chose, la sensibilité de chaque centre. Et ça peut être compliqué pour les couples. Et voilà, on essaye de faire toujours mieux, mais comme la loi, comme tout, c'est long. Oui. Ici, il faut inviter, je l'ai dit ouais. plusieurs fois à Martine, il faut inviter ici les centres qui se montrent réticents parce que je pense qu'ils en ont besoin d'écouter, d'être en contact. On en prend bonne note, on leur enverra les replays déjà. Et je complète, Président, parce que c'est vrai qu'on avait préparé cette conférence, on avait évoqué l'idée d'un webinaire, donc je l'ai retenu, Marcella. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes d'intervention ? Oui, du côté de Céline. On vous écoute, monsieur. Ça marche ? Oui. Vous m'entendez, là ? Oui. Oui, mais écoutez, bonjour, merci aux intervenantes que j'ai trouvées remarquables de pédagogie et d'humanité. Moi, je ne suis plus concerné par un problème de DPI, mais j'ai un fils... Mettez le micro plus près de votre bouche. J'ai un fils de 28 ans qui est atteint d'une CMT 1A, et vous avez évoqué, dans le cadre d'une DPI, un risque d'erreur de 1,5%. Alors, je n'ai pas très bien compris, si vous pouvez revenir là-dessus, oui. Merci. Oui, bien sûr. Notre technique est basée sur l'analyse de petits marqueurs qu'on appelle microsatellites. Et si on peut mettre en évidence la mutation, pour le CMT1A, c'est une duplication. Donc, je vous ai montré sur la petite photo, on voit bien les petits marqueurs. Seulement, les petits marqueurs donnent des informations sur la carte d'identité du chromosome. Et parfois, ils sont identiques chez les deux membres du couple et identiques sur le chromosome malade et le chromosome pas malade. Ce qui peut nous compliquer la tâche pour faire la différence. On ne peut jamais dire qu'on est sûr de nous à 100% parce que notre technique d'analyse, elle repose sur une cellule par tube, donc on en prend 2 la plupart du temps, mais si notre amplification d'ADN ne fonctionne pas dès le premier cycle d'amplification, on ne voit rien. Du coup, on peut rater une information. Et ça pour chacun des marqueurs. Et si c'est des marqueurs qui sont justement pas informatifs parce que les deux parents partagent le même chiffre, eh bien on peut rater la maladie. On limite ce risque en utilisant un nombre grand de marqueurs, mais des fois c'est pas possible de les faire marcher tous ensemble dans le même tube. Et c'est un risque qui est théorique. En réalité, depuis 25 ans que le DPI existe en France, il n'y a aucun cas rapporté d'erreur de diagnostic. On dit que c'est possible de faire le DPN. Il y a des couples qui font le choix de faire le diagnostic prénatal après, parce qu'on leur annonce ce petit risque d'erreur, et d'autres ne le font pas. C'est libre. Nous, on n'oblige pas les gens à faire le DPN après. Donc ce risque est vraiment théorique. En pratique, c'est jamais arrivé en France. Personne n'a fait d'erreur de diagnostic sur une maladie génétique. Il est entre 1 et 5%. Ça dépend du nombre de cellules qu'on a pu analyser et du nombre de marqueurs informatifs. Au maximum, c'est 5%. Si on est à plus que 5% d'erreurs, on ne transférera pas l'embryon. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à lever la main ou demande de précision. Oui, Céline, sur ta gauche, s'il te plaît. Sur ta gauche. Là. Le micro arrive vers vous. Bonjour et merci beaucoup pour ces présentations. Moi, j'avais une question, parce que vous avez dit tout à l'heure il y avait vraiment une importance d'identifier la mutation pour pouvoir engager finalement toutes ces démarches. Et je me posais la question, moi j'ai un petit garçon de 5 ans pour lequel on n'arrive pas à identifier pour l'instant la mutation. Et je me posais la question par rapport à la recherche, à quelle fréquence on peut découvrir de nouveaux gènes et de nouvelles mutations connues qui permettraient après d'engager ces démarches. Claire Kastner.
Oui, donc la recherche avance. Il y a tous les jours des nouveaux gènes qui sont découverts pour plein de maladies. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. Donc c'est vrai que quand on n'a pas le diagnostic, on le fait en fonction de la clinique. Donc est-ce que c'est vraiment une neuropathie de Charcot-Marie-Tooth? Est-ce que c'est une pathologie qui ressemble beaucoup? Et donc avec ça, il faut avancer avec les avancées scientifiques qui ont beaucoup bougé ces dernières années. Mais malheureusement, tant qu'on n'a pas de réponse, il n'y a pas de technique qui est accessible dans le cas lorsqu'il aura un projet parental. Mais comme il est encore petit, on peut quand même espérer que ça pourra bouger d'ici là, parce qu'on propose de nouvelles techniques diagnostiques aussi depuis quelques années. On analyse du génome, mais ça, il faut vraiment faire en fonction des avancées scientifiques. Président, un complément ? Oui, je voulais compléter. Il ne faut pas hésiter à revenir vers les équipes également, parce que même si une analyse à un temps donné n'a pas donné de résultat, on peut reprendre les mêmes données 2 ou 5 ans plus tard et, avec les nouvelles informations scientifiques, avoir un résultat, sans être obligé de refaire un examen. Juste réexaminer les données génétiques, parce qu'il y a beaucoup de gènes au début, on n'est pas sûr qu'ils vont donner la maladie. Et il faut qu'il y ait plusieurs personnes atteintes et des publications dans le monde entier pour dire oui, effectivement, c'est un gène qui donne le Charcot-Marie-Tooth, et donc on peut confirmer. Donc il ne faut pas hésiter à revenir vers vos équipes de génétique une fois par an, une fois tous les 2 ans, pour redire est-ce qu'on peut réfléchir et essayer d'aboutir à un diagnostic. Et donc les analyses sont relues avec les nouvelles informations dont on dispose, et les informations, elles pleuvent tous les jours. Donc je ne suis pas inquiète sur le fait qu'on trouvera le diagnostic de votre enfant dans les années à venir. Je me permettrai de rajouter un commentaire. Effectivement, il faut relancer, vous avez tout dit. Hein. On découvre des gènes très régulièrement, des nouveaux gènes sur la CMT. De ce que je comprends de votre histoire, c'est qu'il n'y a pas d'antécédent dans la famille, donc c'est aussi ce qui rend difficile le diagnostic génétique si c'est une nouvelle mutation, parce qu'il n'y a pas d'éléments de comparaison comme ça vient d'être dit. Mais voilà, c'est un vrai objectif au-delà des CMT. Il y a le plan maladies rares numéro 4 qui vient d'être sorti, d'être annoncé. Ça fait partie des axes majeurs, et ça faisait déjà partie du PNMR3, le plan national maladies rares numéro 3, c'est réduire l'errance de diagnostic. Et là, on a des outils, des plateformes. On avait France Génomique aussi 2025. Enfin, il y a des outils qui ont mis du temps un peu à se lancer. Il y a eu un peu d'inertie au démarrage, n'est-ce pas, mesdames? Mais là, aujourd'hui, les outils sont efficaces. Et je ne sais plus combien, c'était 100 000 génomes, je crois, par an, l'objectif. Et là, on atteint cette cadence-là. On a pris du retard, mais là, on a un bon rythme de croisière. Et donc, il faut relancer régulièrement, et être suivi dans un centre de référence et de compétences aussi de la filière. C'est quand même le meilleur moyen de ne pas passer à travers les mailles du filet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, c'est... Voilà, si vous pouvez passer le micro derrière vous, on vous écoute. Bonjour, je suis atteinte de la CMT 1A. J'ai 2 garçons de bientôt 4 et 5 ans et demi. J'ai su trop tard pour le DPI. Donc, bon, voilà. J'habite à Paris. Ma question, c'est à partir de quel âge on peut les diagnostiquer? Comment et quel centre de référence? Comment ça se passe? Aujourd'hui, ils n'ont aucun symptôme. Moi, c'est déclaré à 25 ans environ. J'ai appris à ma mère que j'avais cette maladie. Elle avait 30 ans de plus. Voilà. Donc... Alors déjà, pour commencer à répondre partiellement à la question, la loi française est très claire. On ne teste pas une personne mineure s'il n'y a pas d'intérêt diagnostique ou une symptomatologie faisant penser à une maladie génétique. Donc la symptomatologie, par exemple, première des CMT, c'est par exemple les pieds creux. Donc ça pourrait être un motif pour tester un enfant, mais sans aucun symptôme. Il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui, donc ça sera une démarche. Ce que j'ai très brièvement abordé à ma fin de ma présentation, ce qu'on appelle le diagnostic présymptomatique. Et ça soulève d'être majeur. Et en fait, c'est la volonté de la personne, à partir de sa majorité, de souhaiter connaître son statut pour une pathologie sans avoir d'atteinte. Et donc, à ce moment-là, on pourra, à la majorité, si vos enfants n'ont aucun symptôme, ils peuvent bénéficier dans l'intervalle pour vous rassurer d'une consultation neuropédiatrique, etc. Personne ne vous empêchera de ça, bien au contraire. Faites le suivi qui vous rassure aussi, c'est important. Et à leur majorité,
faudra les informer que vous êtes atteinte de cette pathologie et qui peuvent bénéficier de ce type de consultation. Et les discussions dans ces consultations, on entame aussi assez brièvement dans un premier temps, et si la personne est porteuse de l'événement génétique familial, on y retourne, les alternatives au projet parental qu'on avait évoqué aujourd'hui. Donc finalement, les consultations de diagnostic présymptomatique ne servent pas seulement à savoir son statut, parce qu'on a le droit de bénéficier de cette consultation sans aller au bout de la démarche, mais aussi pour prendre l'information, pour savoir qu'est-ce qu'on en fait de statut et quels sont les accompagnements auxquels je pourrais bénéficier. Donc voilà, ça compte au-delà de la question de madame qui est très pertinente, ça compte finalement pour tous vos apparentés qui souhaiteraient se faire diagnostiquer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Bonjour. Une petite question, une précision, un point que je n'ai peut-être pas bien compris, alors j'espère que je ne suis pas le seul, concernant le DPNI. En fait, j'ai cru comprendre que le PMP22 n'est pas détecté, alors que dans le processus tel qu'il était expliqué... Parlez bien en face du micro, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Oui. Donc, la question se poserait pour mon fils, qui est probablement atteint. Et donc, tel que c'est expliqué, j'espérais qu'effectivement, comme le gène venait du père, on pourrait l'identifier plus facilement dans le sang de la mère. Mais si j'ai bien compris, c'est pas le cas ? Non, aujourd'hui, la technique, elle ne permet pas. Donc, c'est la même technique, en fait, que monsieur et madame ont témoigné, ont bénéficié, mais par rapport au sexe fœtal. Et là, c'est la technique par rapport à des gènes spécifiques. Et en fait, alors, l'événement le plus connu dans le CMT1A, cette duplication du gène PMP22, parce qu'il peut y avoir d'autres événements sur le gène PMP22. Donc, je parle vraiment de cet événement génétique qui est très grand. Ça, aujourd'hui, la technique, elle ne permet pas de mettre en évidence des grosses choses sur le sang maternel, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais en fait, on met plus en évidence des choses fines aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai une question ici. Voilà. Bonjour, j'ai une CMT1A. Alors, je avoue que je ne me rappelle pas si c'est 17 ou 22, du coup, j'ai un doute. Et puisqu'on l'a su a posteriori, j'ai eu mes enfants avant de savoir que j'avais la CMT. Et eux ont la CMT aussi. La notion d'un vieux test ADN qui a été fait il y a plus de 20 ans, est-ce qu'il faudrait que je le refasse pour être sûr ? Parce que honnêtement, je pense qu'il est très succinct. Et d'ailleurs, l'hôpital n'existe plus sur Lyon qui fait les tests. Donc, est-ce qu'il y a une notion qu'il faut faire quelque chose ? La technologie a évolué, on permet d'avoir des choses plus peaufinées au niveau du test ADN. Alors, non. Et le deuxième petit sujet, et ça, je pense que ça touche beaucoup de monde, les tests électromyogrammes. Est-ce qu'il y a des choses moins douloureuses ? J'ai servi de cobaye sur Saint-Étienne pour faire des choses sans aiguille, parce que je suis en hypertrophie, non pas en hypotrophie, et c'est très douloureux. Alors, pour répondre à la première question, donc si vous avez un résultat d'analyse moléculaire, même s'il est très ancien, il est toujours valable parce que l'événement génétique, il a été caractérisé. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé de le refaire. Normalement, sur le compte-rendu, il est noté exactement ce qui a été fait. Donc, si tout correspond, il n'y a pas de raison de le faire. Et l'événement génétique, on l'a caractérisé, il est dans toutes vos cellules et il est depuis votre naissance et comme ça tout au long de votre vie. Ça ne va pas changer. Et donc, c'est cet événement-là qu'on peut retrouver chez vos enfants. Alors, quelquefois, selon les comptes rendus, quand ils sont récents, ce n'est pas écrit exactement de la même manière, mais c'est standardisé et on retrouve les choses. Merci beaucoup. Concernant le test, l'électroneurommyogramme, malheureusement, c'est pas... Voilà, nous, on s'y connaît moins. Mais effectivement, c'est très douloureux, mais je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, on fasse des tests différents à ce niveau-là. Merci. Oui, alors j'ai une question, madame. Je vous passe le micro. Oui, bonjour. Ce serait pour savoir si c'est possible qu'il y ait des faux diagnostics. Je m'explique. J'ai ma maman qui était atteinte d'une CMT, ainsi que mon oncle et mon grand-père.
Et il y a plus de 20 ans, j'avais fait la prise de sang et l'EMG, et c'était revenu négatif. Et donc, tout ça est sorti de ma vie. J'étais très heureuse. Et puis, 20 ans plus tard, j'ai commencé à avoir des petits soucis, difficulté à accélérer le pas, quelques chutes. Et donc, on a refait un EMG qui s'est avéré positif. Et les médecins étaient très étonnés puisque 20 ans plus tôt, c'était revenu négatif. On n'avait vu aucune anomalie. Donc, c'est assez quand même troublant parce qu'on m'avait dit, ben non, vous n'avez peut-être pas de symptômes maintenant, mais vous êtes porteuse du gène en principe. Et on devrait voir sur l'EMG qu'il y a déjà des vitesses de conduction anormales. Et apparemment, ça n'a pas été le cas. Alors pour la partie EMG, je pense pouvoir me prononcer au nom de chacune. On n'est vraiment pas des expertes, c'est vraiment les neurologues là, qui pourront vous dire est-ce que c'est des choses qui sont déjà arrivées. Par rapport à la prise de sang génétique, est-ce que l'événement génétique avait déjà été identifié dans la famille ou est-ce que c'était vous la première personne ? Parce que potentiellement, comme on disait, les techniques ont beaucoup évolué et donc on était peut-être passé à côté du diagnostic parce qu'on ne connaissait pas le gène. Il y a plus de 80 gènes, comme disait ma collègue. Enfin, voilà, il peut y avoir au niveau, en tout cas génétique, qui est la seule chose que moi je maîtrise. On en apprend tous les jours, on en a découvert tous les jours et donc on a pu passer très bien sur le plan génétique à côté d'un diagnostic il y a 20 ans. Parce que tout simplement on ne connaissait pas l'événement génétique, le gène, la mutation identifiée dans votre famille. Au niveau EMG, vraiment, je ne me prononcerai pas. Et puis, au niveau de l'EMG, la maladie, elle évolue aussi. C'est-à-dire que l'électromyogramme, si à l'époque la maladie il n'y avait pas trop de symptômes, ça ne se voit pas forcément au niveau de l'électromyogramme non plus. On va mesurer la vitesse de conduction nerveuse, c'est ça, l'EMG. Si la maladie n'est pas là, la vitesse, elle est normale, c'est possible, ou en tout cas peu ralentie, ou accélérée selon le type de CMT. Donc voilà, donc c'est peut-être ça aussi, une réponse peut-être partielle. Il n'y a pas de neurologue dans la salle, je crois, malheureusement. Mais on pourra peut-être poser la question. Il y a un neurologue là-haut, apparemment. Où ça Je vois une main qui se lève. Voilà. Il y a un neurologue dans l'avion, là. Bravo, Céline. Donc on vous écoute. Bonjour, oui, je suis Jean-Baptiste Chanson, je suis neurologue spécialisé en maladie neuromusculaire en EMG à Strasbourg. Donc si vous voulez, je ne sais plus qui a posé la question, on peut en parler avec elle. À la pause. Je vais me voir à la pause. Ouais. C'est une parfaite transition. Et puis pour l'EMG, alors désolé, effectivement, c'est un peu douloureux. On essaie d'utiliser du protoxyde d'azote à Strasbourg et de piquer le moins possible. Mais c'est vrai que les nerfs des patients atteints de Charcot-Marie-Tooth sont assez difficiles à stimuler, donc on doit augmenter l'électricité. Bon, c'est vrai que ça reste un problème, on essaie de le diminuer le plus possible.